Bon, on va reprendre nos travaux. Nous avons une table ronde qui est peut-être la plus atypique. On sait pourquoi, on s'est tous un peu sentis punis, parce que tout le monde parlait de jouissance, sexe, amour. Et vous, ce sera fonction de l'écrit. Donc, on ne sait pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Mais voilà, on a travaillé entre nous. Je vais essayer de mettre un peu à l'honneur le travail de chacun des participants de cette table. En fonction de l'écrit, vous allez voir les différentes fenêtres que les collègues ont choisies pour attraper quelque chose d'une lecture de ce séminaire de Lacan. Je vais commencer par Marc Esten. Pour rester proche de la clinique, j'ai choisi de vous parler des phénomènes psychosomatiques. En disant phénomènes psychosomatiques, j'utilise l'appellation courante, qui est l'appellation médicale. C'est la médecine qui a inventé ce signifiant. Alors, si vous me le permettez, comme notre table ronde est consacrée à la fonction de l'écrit, je vais reprendre très succinctement ce que j'ai compris de ce que Lacan en dit dans le séminaire, et en particulier dans les leçons du mois de janvier. Il y indique que la fonction de l'écrit dans le discours analytique est celle de ne pas comprendre. L'écrit, avec la grammaire et la lettre qui l'applique, permet de rompre avec tout ce qu'il en est du sens, de la signification, de l'imaginaire. Il met en place la barre de la fonction phallique, celle qui divise le sujet, et fait qu'à partir d'un signifiant S1, d'un signifiant maître, on ne comprend pas. L'écrit met donc en place un impossible, un réel, entre S1 et S2, qui fait coupure et les empêche de se rejoindre. Au fond, le pas fondamental que fait Lacan dans ses leçons, c'est de nous indiquer que la parole et l'écrit vont de pair, qu'il s'agit de lire le dire de l'analysant, ce qui en est écrit, de lire ce qui est orographié, pour reprendre ce formidable néologisme qu'il inventa à l'époque. Et je pense qu'Esther et peut-être Guy reprendront plus tard cette question de la parole et de l'écrit. Alors, premier élément que je soumets à la discussion. Suite à un défaut de mobilisation de la fonction phallique, qui, comme on le sait, est toujours contingente, ou pour le dire comme Jean-Marie Forget, suite à un désamorçage peut-être partiel de la métaphore paternelle, par déni, récusation, forclusion, etc., la fonction de l'écrit n'opérerait pas correctement dans les phénomènes psychosomatiques. On pourrait dire que c'est l'écriture d'une trace dans le corps, laissée par un événement hautement symbolique, auquel le sujet aurait dû répondre, mais n'a pas pu. Par exemple, le changement de patronyme dont j'ai parlé en ce qui concerne ma famille. Alors, plutôt que de mettre en place l'impossible de la rencontre entre S1 et S2, cette écriture permet leur fusion dans une holophrase dont vous savez que c'est ce que Lacan a proposé pour modéliser la mise à mal de la logique signifiante dans les phénomènes psychosomatiques, à savoir le fait que le signifiant y perd sa qualité fondamentale d'être purement différentiel d'avec lui-même et d'avec tous les autres. Si l'écrit produit par le discours analytique est à lire mais pas à comprendre, l'écriture des phénomènes psychosomatiques ne peut être ni lue ni comprise. Lacan nous dit qu'elle est énigmatique, qu'elle n'est pas alphabétique mais hiéroglyphique. On serait un peu donc comme Champollion avant sa découverte de la pierre de Rosette. Pour un peu aérer mon propos, je vais vous projeter une image qui m'a fait sourire. Donc je poursuis en vous disant
que suite à cette défectuosité de la fonction de l'écrit, le sujet avec des phénomènes psychosomatiques se retrouve sans la possibilité de se barrer face à la jouissance de l'autre. Là, il y a des droits d'auteur. L'expression est de Valentin Nusinov ici. Dès lors, la jouissance de l'autre peut s'exercer sans que le sujet ne puisse se soutenir d'un signifiant maître, d'un S1, qui, en imposant une limite à cette jouissance, lui permettrait de trouver un abri subjectif. Pour terminer, un mot sur la clinique contemporaine sous forme d'une question. La question est la suivante. Ne peut-on pas penser que l'augmentation importante de la prévalence des phénomènes psychosomatiques, dont j'ai parlé en commençant, serait un des modes d'expression de la clinique contemporaine? Je donne 2 éléments à ce propos, mais il y en aurait évidemment beaucoup d'autres. On verra dans la discussion. Premier élément, j'ai parlé de la question du signifiant maître. Or, c'est du rapport au nom du père que ce signifiant s'organise, et on sait la fragilisation que connaît aujourd'hui la fonction paternelle. Deuxième élément, si le travail de la culture est de faire reconnaître et respecter l'inégativité fondamentale du symbolique, le trou dans l'autre, la communication numérique qui nous envahit massivement aujourd'hui promeut tout au contraire une langue faite d'énoncés qui ne divise pas le sujet et ne le mobilise pas dans son rapport à l'objet A et à l'autre. On pourrait dire qu'il s'agit d'une langue qui porte en elle la haine de la faille, la haine du réel qui habite le langage, ce qui n'est pas sans lien avec ce que je viens de vous proposer concernant les phénomènes psychosomatiques. Je vais m'arrêter là pour laisser de la place à la discussion. Merci beaucoup. Merci Marc. Donc, je vais passer la parole à Fernanda, qui va articuler les choses de manière un petit peu différente. Et on va avoir un petit temps d'échange juste après. Fernanda. Bonjour. Bon, mon point de départ sera la logique modale d'Aristote. Donc, l'usage de cette logique par Lacan. Lacan s'approprie des catégories aristotéliciennes, le nécessaire, le possible, l'impossible et le contingent. Et il dit pendant tous les séminaires que les rapports sexuels est de l'ordre de l'impossible, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. La dimension du possible est la dimension du non-acte. Par exemple, la rêverie hystérique ou le fonctionnement obsessionnel, quelque chose qui n'arrive jamais, ça serait l'ordre du possible. Donc, si c'est le cas, le travail analytique serait un mouvement du possible au contingent de ce qui cesse de ne pas s'écrire, donc de la dimension de l'acte. Ça commence à s'écrire. Mais Lacan dit, dans un certain moment, dans la leçon 20 mars, qu'il y a une apparente nécessité de la fonction phallique et que cette apparente nécessité se montre être contingence. Ça me fait penser aussi, si le travail analytique ne serait aussi, ou eux, ou les deux, un mouvement du nécessaire au contingent. Si la fonction phallique est le produit du discours analytique, ça ne pourrait être nécessaire, mais contingent. Il y a quelques ambiguïtés dans les séminaires. Il dit que les rapports sexuels est impossible. Il dit ça pendant tous les séminaires. Mais je crois que c'est important de souligner qu'il y a quelques ambiguïtés. Par exemple, il semble faire une articulation entre les rapports sexuels et la contingence. Je vais lire les phrases, elles sont courtes. Dans la leçon du 20 mars, il dit le suivant. C'est comme contingence en quoi se résume tout ce qu'il en est de ce qui pour nous soumet les rapports sexuels, à n'être pour l'être parlant que le régime de la rencontre. Et dans la dernière séance du séminaire,
Il dit, ce rapport dit sexuel, devenu là rapport de sujet à sujet, en tant qu'il n'est que l'effet du savoir inconscient, de la façon dont ce rapport du sujet à sujet cesse de ne pas s'écrire, donc la contingence. Et dans la suite, il fait d'ailleurs une très belle description de la contingence. Il dit, sur la contingence, une rencontre de symptômes, d'affect, de ce qui chez chaque individu marque la trace de son exil, non comme sujet, mais comme parlant, de son exil, de ses rapports. Il dit aussi que cette rencontre peut donner l'illusion de que les rapports s'inscrivent, une voie de mirage comme on a déjà parlé ce matin. Reste une question qui est une question de tous les jours de la clinique, peut-être de notre vie personnelle aussi, qui serait-il possible de ne pas faire de la contingence une nécessité? Est-ce qu'il s'agirait encore de l'amour dans ce cas-là? Franchement, je ne sais pas. Mais je pense à Vinícius de Moraes, poète et compositeur brésilien, qui, à mon avis, a pu écrire la contingence de l'amour. Et je vais lire le dernier mot de son sonnet de fidélité. Il dit, « Et ainsi, lorsque plus tard me cherchera, peut-être la mort, angoisse de celui qui vit, peut-être la solitude, sort de celui qui aime, je pourrais me dire de l'amour que j'ai eu, qu'il ne soit pas immortel, puisqu'il est flamme, mais qu'il soit infini aussi longtemps qu'il durera. » C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fernanda. Mais sachez qu'on aura peut-être quelques minutes à la fin pour revenir sur les différentes interventions des uns des autres. Je vais passer la parole à Thierry. Comme le disait Omar tout à l'heure, on a l'impression d'avoir une table un peu à part par rapport au reste, et en même temps, je crois qu'on est au cœur de tout ce qui s'est dit dans les autres tables. C'est-à-dire que pour parler de jouissance ou d'amour, impossible de se passer de la libido, de l'inconscient et donc de l'écrit. Qu'est-ce qu'il y a de déjà écrit et qu'est-ce qui reste à écrire? Je dirais que c'est la question que je poserai là. Qu'est-ce qui reste à écrire? Là-dessus, on pourrait dire qu'il y a une sorte de continuité, comme sur beaucoup d'autres points, mais je n'ai pas le temps là de l'expliquer, mais je trouve qu'il y a de grandes similitudes de parcours entre l'enseignement de Freud et celui de Lacan. C'est-à-dire que Freud, pendant longtemps, s'est considéré un peu comme un archéologue. Hein. Vous savez, toutes ces métaphores, à aller rechercher le refoulé. Et avec cette croyance, qui avait quelques faits pour être confirmée, hein, qu'on allait pouvoir comme ça faire remonter des choses refoulées et libérer le patient. Et au fur et à mesure qu'il avançait, il s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, qu'il restait des blancs, qu'il y avait un inconscient irréductible. Et il a inventé ce qu'il a appelé les constructions dans l'analyse. C'est-à-dire que l'analyste n'était plus seulement archéologue, il était aussi architecte. Il devait aider le patient à construire quelque chose. Et donc, il proposait un récit, une histoire, une proposition comme ça, presque un écrit, on pourrait dire, même si Freud ne le présentait pas tout à fait comme ça. Mais donc, avec les constructions, il a essayé de pallier à certains échecs thérapeutiques, à une certaine limitation de sa propre méthode. Et il me semble que chez Lacan, on a la même évolution, peut-être moins radicale, mais malgré tout, Lacan, au début, parle notamment de l'inconscient comme du chapitre oublié de mon histoire. Et il cherche à lire cet inconscient dans les dits de son analysant, en jouant sur la scansion, l'orthographe, repérant les lapsus, etc., etc. Et lui aussi se heurte à du réel, pour ne pas dire au réel. Il va se heurter à du réel et il va insister de plus en plus sur le non-sens, évidemment, sur la langue, la jouissance, et évidemment, avec le nœud borroméen, il va mettre l'accent, lui aussi, sur ce qu'il y a à construire dans la cure. Ça implique en tout cas une grande responsabilité de l'analyste, s'il y a des choses à écrire dans la cure. Il y a quelque chose qui va se passer dans la cure, qui va s'écrire dans le lien entre l'analysant et l'analyste. C'est toujours, Marc le rappelait tout à l'heure, c'est toujours du cas par cas.
pas seulement le cas par cas dont on parle souvent, c'est-à-dire chaque patient un par un, mais le cas par cas aussi de chaque analyste. Et de chaque analyste avec chaque patient, je veux dire. Si malgré tout la cure a quelques effets, c'est que, et qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction de chaque cas, c'est-à-dire de chaque partenariat, entre guillemets, analyste et patient, s'il y a comme ça à chaque fois des choses qui vont pouvoir s'écrire, c'est que, bon, tout n'est pas quand même préécrit, même si parfois on a l'impression qu'il y a des choses qui insistent comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est pour notamment les analystes en formation, c'est la question de la fin de la cure, évidemment. Mais les conceptions de fin de cure, pour finir là-dessus, elles sont assez différentes sur les analystes. Mellman avait pu notamment noter une certaine conception de fin de cure chez les analystes lacaniens qui se servaient de cette fameuse phrase de Lacan, ne pas céder sur son désir, et pour qui la fin d'une cure, et pourquoi pas, c'était être libéré des entraves à son désir, de la culpabilité, et donc de devenir ce qu'à la suite de Lacan, Mellman appelait une canaille, par exemple. Je citerai juste pour finir son dernier, enfin dernier séminaire, on en a fait d'autres depuis, mais le dernier publié, qui était le séminaire 2001-2002, dont on a déjà parlé, je crois, pour introduire la psychanalyse aujourd'hui. Et il part d'une autre issue possible dans la cure. Il s'agissait plus de se mettre au clair vis-à-vis de son désir. C'est-à-dire d'aller y voir, et ensuite de voir ce qu'il va en faire, et de considérer, je cite Mellman, une fin de cure comme réussie si elle permet au sujet de trouver une division par rapport à ce sujet de l'inconscient lui-même divisé. C'est-à-dire une division supplémentaire qui n'est pas du tout l'exacerbation automatique comme ça du désir inconscient, mais c'est aller y voir, comme il disait, aller au bout pour en voir justement la structure, les éventuelles impasses et le choix du sujet qui évidemment dépendra de plein de choses et on ne peut pas le prévoir parce que la fin n'est pas écrite d'avance, heureusement. Donc, vous voyez, juste pour nous questionner un peu ou me questionner sur ces rencontres analytiques, je veux dire, et ces choix des analyses qu'on a tous faits et qui ont fait qu'on en est là dans notre vie personnelle comme professionnelle. Et si on avait fait un autre choix, comment on se porterait avec ce truc quand même très angoissant de se dire que si on avait choisi quelqu'un d'une école qui ne nous aime pas, on serait peut-être nous-mêmes en train de critiquer ce qui se passe ici. Tout ça pour dire, choisissez bien vos analystes, hein, parce que ça aura des conséquences. Mais est-ce que le choix de l'analyste n'est pas déjà écrit dans son fantasme? Je vous laisse peut-être sur cette question. Merci. Merci Thierry. C'est avec plaisir que je vais passer la parole à Esther Tellerman. Bon, Lacan s'appuie encore sur des formules, des lettres, des nœuds, et ceci non pour suppléer à ce qui reste d'insaisissable dans la parole, mais pour rendre compte, et c'est ça la difficulté, de son rattache à dire la vérité toute. Donc, quelle est la fonction de l'écrit dans le discours analytique pour y revenir? Parce qu'au fond, il me semble que dans Encore, si j'ai essayé d'y comprendre quelque chose, puisque c'est un séminaire extrêmement difficile, eh bien, Lacan dit bien que la fonction de l'écrit dans le discours analytique, c'est là ce qui l'intéresse dans Encore. Donc, le discours analytique, c'est-à-dire quoi? Selon les termes de Lacan, le lien social déterminé par la pratique d'une analyse ou ce qu'on peut en faire, soit ce qui est culture, puisque c'est le lien social donc déterminé par un discours, et donc doit en passer par l'écrit. Alors, comment inclure, c'est comme ça que je l'ai compris, dans le discours analytique, du moins en faire greffe, la loi qui règle la jouissance de l'humain et de son rapport à la parole.
comment rendre compte de la faille entre les signifiants, de la barre entre les signifiants et le signifié, de la faille entre S1 et S2, de cet encore de la jouissance du fait qu'elle est toujours inadéquate, que le discours analytique soit bien un nouveau discours pour sortir du blabla, du tournage en rond, autour du rapport homme-femme, de l'amour, de la vie, de la mort, de ce qu'il en serait pour l'homme de quoi? Du beau aussi, de la beauté, du bien évidemment, Aristote, et du sens. Le 1 induit donc par le phonème, le mot, la phrase, dont on ne sort pas quand même, par le transfert, évidemment, où Freud voyait son aporie d'être un amour véritable. Alors, il me semble que Lacan introduit ici, dans encore, le moins, le vide qu'introduit notre prise dans la parole par ses écrits. Alors, écrits énigmatiques que sont bien sûr les écrits de Jacques Lacan, qui d'après lui ne sont pas à lire, il faudrait y revenir, et bien sûr tout ce dont vous avez parlé depuis avant-hier ou hier, je ne sais plus, matin, lettres, graphes, tableaux, formules, topologies, qui vont venir faire trou, comme il l'a été dit d'ailleurs dans ces journées. Trouer quoi? Quand Lacan fait son enseignement, trouer l'objet voix. L'objet voix dont nous savons aussi combien il appelle l'amour. Voilà où j'entends donc, excusez-moi si je ne me suis trompée et si j'ai raté l'affaire, mais voilà où j'entends les écrits lacaniens, donc à venir supporter les limites, les points d'impasse de sans issue qui montrent le réel accédant au symbolique. Le symbolique est désormais centré non sur une vérité qui se veut toute, mais une vérité du mi-dire au bord de ce qui est à lire hors sens, petit a comme trop. Voilà, me semble-t-il, la fonction de l'écrit dans le discours analytique, d'ouvrir le symbolique au réel qui fait notre condition de par-l'être. Donc le champ dont se produit l'inconscient, s'il se veut discours, lien social, nécessite donc l'écrit. Mais pas n'importe quel écrit, me semble-t-il, et là on pourra en revenir, celui capable de répéter jusqu'à plus soif que ça rate, qu'il n'y a pas de métalangage, pas d'être. Alors il se pourrait bien qu'en effet, le langage, pour reprendre une formule de Lacan, se perfectionne par l'écrit, mais pas n'importe quel écrit. Un écrit qui fasse jouer le langage avec l'écriture, comme le font Joyce et Lacan. C'est-à-dire lorsque cet écrit n'est pas à comprendre, mais inscrit la loi qui règle la jouissance. Voilà comment j'ai compris la chose. Merci Esther. Merci. J'aimerais que Guy Voisin puisse prendre le micro pour conclure nos réflexions de cet après-midi. Donc, je passe la parole à Guy Voisin pour terminer. Merci Omar, parce que j'avais quand même l'impression que finalement tout avait été dit d'une certaine manière, si c'était dit écrit. Mais je vais essayer de reprendre au fond peut-être un certain nombre d'éléments. Parce que je suis parti au fond d'une formule de Lacan, mais qui a été longuement effectivement commentée. Dans le discours analytique, le sujet de l'inconscient, vous le supposez savoir lire, et le supposez pouvoir apprendre à lire. Seulement, ce que vous lui apprenez à lire n'a absolument rien à faire, en aucun cas, avec ce que vous pouvez en écrire. Lui-même a déjà beaucoup écrit. Il y a une spécificité de la lettre analytique, effectivement, peut-être qu'on pourra en parler, mais quelle différence, quel rapprochement pourrait-on faire entre cette lettre de l'inconscient, cette lettre au retour du refoulé, et la lettre de la littérature?
Et j'ai quand même été surpris dans cette leçon du 13, là, mars, je crois, où Lacan balaye d'un revers, presque d'un revers de main, cette question de l'amour courtois qu'il avait quand même très largement élaborée. Et je dois dire qu'à un moment donné, il peut dire que la lettre, mais on va dire la lettre effective, est quand même un effet du discours. Et il me semble quand même aussi qu'il a lui-même beaucoup travaillé cette lettre, cette question de la lettre dans la littérature, ne serait-ce que dans l'amour courtois. Donc, c'est un poème de Alain Chartier du XVe siècle, donc relativement tardif, mais quand même, qui chante La belle dame sans merci, naguère chevauchant pensée, comme homme triste et douloureux, au deuil où il faut que je sois, le plus dolent des amoureux. Puis que par son dard rigoureux, la mort me ravit ma maîtresse et me laissa seul langoureux en la conduite de tristesse. Il me semble que dans l'amour courtois, dans le code tel qu'il a été élaboré, il s'agit évidemment, c'était évoqué ce matin, d'une question de la privation effectivement de l'objet de jouissance, on va dire des choses comme ça, voire de la dame, qui se présente au fond comme inatteignable, et que d'une certaine manière, cet amour courtois, effectivement, relève peut-être, et c'était une question qui moi me venait par rapport à Lacan quand il évoquait la littérature comme éthique, c'est que peut-être effectivement là, à ce moment-là, il y a une éthique du désir, puisque cet amour courtois va élaborer la question du désir. Il y a quand même quelque chose que quand il balaye cette question de l'amour courtois en disant finalement ils ont juste ils ont faim de décrire comme ça, c'est impossible du rapport sexuel, alors que effectivement ils ont élaboré cette question-là, enfin élaboré cette question-là à partir de cet impossible là. Il me semble peut-être qu'effectivement Lacan semble balayer ça à partir du moment où il écrit. Il écrit ce qui ne peut pas s'écrire, c'est le rapport sexuel, hein, dans les formules de la sexuation qui ont été évoquées. J'avais fait une petite excursion sur le fait que ces écritures de la sexuation peut-être pourraient répondre à la question du genre, puisque comme Marc Darmon le rappelle, au fond, les X des formules sont des signifiants, et que d'une certaine manière, effectivement, ils ne répondent pas d'eux-mêmes, au fond, d'une certaine manière, et qu'ils sont divisés déjà d'eux-mêmes. Donc, au fond, s'il était possible d'écrire quelque chose d'un sujet, il était homme que finalement, en regard d'une femme, au fond, d'une certaine manière, et on pourrait dire d'ailleurs l'inverse, un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, donc un homme pour une femme. Mais pour conclure très rapidement, comme ce qui avait été conclu tout à l'heure, c'est qu'il me semble que quand Lacan dit que ce qui s'écrit du témoignage, enfin pas du témoignage, d'ailleurs du retour du discours psychanalytique, enfin, ce qui est à lire du discours psychanalytique, et si on l'écrit, ça n'a rien à voir. Il me semble que Lacan, il y a quand même une tentative chez Lacan, avec Josse, comme ça a été dit, et avec le de Borroméen, qui est quand même une tentative de pouvoir rendre compte de ce qui peut être lu dans le discours d'un patient. Merci beaucoup, Guy. Donc, juste un dernier mot pour conclure cet après-midi. Un remerciement que j'adresse surtout à chacun des intervenants de cet après-midi, d'avoir, non pas, comme disait Tatiana hier, oublié les lunettes, des lunettes couleur femme ou couleur homme, et se demander à qui ils étaient. Je pense que les collègues qui sont intervenus cet après-midi ont gardé leurs lunettes, c'est-à-dire leur façon de voir, et qui témoignent, des façons de voir qui témoignent de la bonne santé de notre association, c'est-à-dire générations différentes, origines différentes, lectures différentes, rapports différents à l'écriture et au texte qui nous unissent dans le travail. Donc un grand merci et merci pour votre attention constante.